Bonjour mesdames et messieurs. Merci d'être restés pour cette 7e séance de mon cours consacré aux mondes africains médiévaux. Il faut corriger le titre courant, qui est faux. Bon, en haut de l'image. Le chapitre que j'ouvre à présent et qui se refermera la semaine prochaine, clôturant ainsi le cours de cette année, s'intitule « Reflet dans une boule d'or ». Je vous propose que nous repartions de l'Atlas catalan, luxueux ensemble cartographique produit par des cartographes de Majorque aux Baléares en 1375, dont nous avons dit que les informations qu'il répercutait au sujet des régions du Sahara et de la ceinture sahélienne procédaient d'une synthèse rendue possible par les circulations au sein du Dar al-Islam. Vous vous souvenez également que l'une des composantes de cet atlas est une carte portulan qui fait figurer un roi dans lequel nous reconnaissons Moussa, qui était sultan du Mali un demi-siècle plus tôt, celui-là même qui, effectuant le pèlerinage à la Mecque, avait fait halte au Caire. Approchons-nous de ce personnage en zoomant sur la carte. Nous voyons un personnage assis en majesté sur un siège évoquant un trône. Ses avant-bras et ses pieds croisés sont nus, son visage est de profil et il porte un collier de barbe. Faisant contraste avec sa peau noire, tout son appareil est peint dans une couleur qui évoque l'or, aussi bien les coussins ou accoudoirs du trône que la couronne qu'il porte sur la tête, la fleur de lys qui orne son sceptre, qu'il tient dans la main gauche, et la boule qu'il soulève dans sa main droite à hauteur de ses yeux. Rien n'indique dans les autres sources à notre disposition que le souverain du Mali possédait, parmi ses régalias ou insignes royaux, une couronne ou un sceptre. Ce sont là, de fait, des insignes royaux qui appartiennent plutôt au répertoire symbolique des royautés européennes, pour ce qui est de la couronne, et spécifiquement française, pour ce qui est de la fleur de lys. Or, vous vous souvenez également que cet atlas, mentionné en 1380 dans l'inventaire des manuscrits de Charles V, lui avait vraisemblablement été offert. Il ne faut donc sans doute pas voir dans ces symboles qui affublent Moussa autre chose que des ornements destinés à signifier sa dignité royale à l'adresse du destinataire de la carte. Mais qu'en est-il de la boule d'or ? Tournons-nous vers la légende qui accompagne la représentation de Moussa. Je m'appuie sur la notice descriptive de l'Atlas publiée en 1839. Voici ce qu'on peut lire. Aquest señor negre es apellat Musemeli, señor dels negres de Guinea. Aquest rei el opus riche, el pus noble señor de tota esta partida, per l'abondancia de l'or, lo cual se recueille en la sua tierra. Ce qui n'a pas vraiment besoin de traduction, mais je la donne quand même pour celles et ceux d'entre vous qui seraient les plus rétifs aux langues étrangères ou qui souffriraient trop de mon accent. Ce roi noir est appelé Moussa Mali, roi des Noirs de Guinée. Ce roi est le plus riche, le plus noble seigneur de toute cette région, du fait de l'abondance de l'or qui se recueille sur sa terre. Fin de citation.
Ce que nous apprend cette légende, c'est ce que nous savions en somme déjà. Le roi du Mali s'est fait connaître comme un souverain riche et puissant, partenaire commercial des marchands du monde islamique et détenteur des gisements aurifères. Mais au sujet de la boule d'or, toujours rien. Dans un chapitre du Rhinocéros d'or, j'avais livré quelques indices connus des spécialistes au sujet de cette boule d'or, que j'ai aussi très brièvement évoquée dans la 3e séance de ce cours. Je les reprends ici en les approfondissant. Il faut pour cela revenir quelques siècles en arrière. Au milieu du XIe siècle, Al-Bakri, que vous connaissez maintenant bien, à l'occasion de sa description de la ville de Ghana, écrit ceci, je le cite. « Si l'on découvre dans les mines du pays de l'or en pépites, le roi se le réserve. Il abandonne alors à ce sujet la poudre d'or. » Al-Bakri fait ici allusion à la différence entre pépites et paillettes. Sans cette mesure, continue Al-Bakri, l'or deviendrait trop abondant et se déprécierait. Les pépites d'or peuvent peser d'1 once à 1 livre. On raconte que le roi possède une pépite semblable à une grosse pierre. Fin de citation. Toujours à propos de Ghana, mais un siècle plus tard, à une époque, souvenez-vous, où la localisation de la capitale a changé, de même que la religion du souverain et des habitants, Al-Idrissi nous dit ceci, je le cite. « Les gens du Maghrib al-Aqsa, le Maghreb extrême, donc le Maroc, savent tous et fort bien que le roi possède dans son château un bloc d'or pesant 30 livres. C'est une pépite d'or, telle qu'elle a été créée par Dieu, ni fondue en lingots au feu, ni travaillée avec un instrument. On y a cependant pratiqué un trou et on y attache le cheval du roi. C'est vraiment une des choses curieuses que l'on ne trouve pas ailleurs et dont il n'est permis à personne de faire usage, à l'exception du roi, qui s'en glorifie auprès des autres rois des Soudans. » Fin de citation. Il est délicat d'affirmer que ce bloc d'or est une pépite, comme le fait l'éditeur et traducteur du texte, le terme arabe employé étant tibra, normalement plutôt réservé aux paillettes. En outre, la massivité du bloc, censé servir à nouer la longe de la monture royale, et donc, on peut le supposer, à immobiliser l'animal, ne paraît pas vraiment pouvoir s'appliquer à une pépite, même volumineuse, mais plutôt à un bloc de minerai. Il ne s'agirait donc sans doute pas du même objet qu'un siècle plus tôt, en tout cas au vu de ce qui ressort des sources arabes qui, rappelons-le cependant, sont des sources indirectes. Quelques décennies plus tard, un ouvrage anonyme rédigé en Égypte en 1192, intitulé « Kitab al-Istibsar », évoque à son tour le Ghana. Il copie presque verbatim le passage d'Al-Bakri au sujet de l'attribution des pépites d'or au roi, et il semble emprunter à Al-Bakri aussi bien qu'à Al-Idrissi la mention d'une pépite grosse comme une pierre que posséderait le roi et celle d'un bloc d'or auquel on attache les chevaux. Voici ce qu'il en dit, je cite. « Le roi de Ghana possède, paraît-il, un morceau d'or de la grosseur d'une énorme pierre. On raconte qu'un roi des Soudans avait un gros bloc formé de ces morceaux d'or et qu'il le tenait devant lui. Quand un envoyé de quelque prince venait le trouver, c'était là, par gloriole, qu'il faisait attacher le cheval du messager. » Fin de citation. Il est difficile, reconnaissons-le, de savoir si nous avons ici l'écho d'une information indépendante ou bien s'il s'agit d'une tentative de la part de l'auteur, qui est, comme nous, aux prises avec des descriptions pas tout à fait convergentes,
de réconcilier les deux descriptions, ce qu'il fait en attribuant la pépite au souverain du Ghana et le bloc de minerai à un autre souverain de la région. Quant à la variante indiquant cette fois que c'est le cheval de l'hôte et non pas celui du roi qu'on attache à ce bloc, prenons-la, cette variante, comme nous l'avons fait à d'autres reprises, sinon comme un fait avéré, du moins comme un récit efficace qui relève de l'autopromotion d'un souverain du Sahel. À la fin du XIIIe siècle, un autre auteur, Ibn Saïd, répète à nouveau l'assertion du bloc d'or auquel le roi du Ghana attache son cheval, qu'il emprunte à Al-Idrissi. Enfin, un auteur du début du XVe siècle, que nous avons lui aussi déjà rencontré, Al-Kalkashandi, est le dernier de notre série à évoquer une histoire lue, nous dit-il, dans un ouvrage antérieur, relative au bloc d'or et aux chevaux. Il vaut la peine de l'évoquer, car cette histoire montre une intéressante évolution. Je cite, « Le souverain du Ghana possède 2 mangeoires d'or auxquels il attache ses chevaux les jours d'audience. » Fin de citation. L'histoire, d'abord relatée par al-Bakri au XIe siècle et à laquelle on peut accorder un certain crédit, était relative à une pépite d'or appartenant au roi du Ghana. Il n'était pas question de cheval. Cette histoire s'est ensuite diversifiée, enflée, jusqu'à devenir un motif littéraire indépendant de la destinée politique du Ghana, qui n'est pourtant, pendant ce temps, plus guère cité dans les sources à partir du XIIIe siècle que par emprunt à des sources antérieures. De fait, il est bien établi au XIVe siècle, par exemple au témoignage d'Al-Oumari, que Ghana est désormais une région du Mali. Si cette région, dont on ne sait plus très bien s'il faut encore la chercher dans le sud mauritanien ou bien près d'un fleuve plus méridional, a conservé une structure politique, ce ne peut être que celle d'un royaume tributaire du Mali. Et c'est d'ailleurs à la capitale du Mali que nous retrouvons notre pépite d'or à la fin du XIVe siècle. S'agit-il d'une pépite d'or différente de celle du Ghana, qui attesterait d'une tradition plus large chez les souverains sahéliens? On ne sait pas. S'agit-il de la même pépite d'or? Il faudrait alors supposer qu'elle serait passée de Ghana à Mali en même temps que la suzeraineté aurait été transmise à ce dernier. Ce ne serait pas alors n'importe quelle pépite, même un peu grosse, mais une pépite qui aurait été vue par les sociétés locales comme une attestation matérielle du pouvoir royal. Alors, essayons d'en apprendre un peu plus. Par chance, l'auteur qui nous parle de cette pépite, désormais en la possession d'un roi du Mali, n'est autre que Ibn Khaldoun. Les faits qu'il rapporte sont donc bien étayés. Il se situe sous le règne de Mari-Djata II, arrivé au pouvoir vers 1360, et qui avait alors décidé, vous vous en souvenez, de faire repartir de Walata l'ambassade à destination du Maroc qui y était bloquée, en la faisant accompagner d'une girafe. Voici ce que dit Ibn Khaldoun. J'ai eu comme informateur un homme de confiance, le cadi Abu Abdallah Muhammad ibn Wansoul, qui séjourna dans le territoire de Cao, c'est donc Gao, où il fut chargé des fonctions de cadi. Il m'a informé pour la période postérieure à 1374-1375. C'est lui aussi qui m'a fourni sur les rois de Mali les informations que j'ai données. Il m'a rapporté aussi que le sultan Djata, Mari-Djata II, ruina leur royaume, dissipa leurs richesses, mettant l'empire au bord de l'effondrement. Ce prince,
d'après lui, l'informateur, poussa si loin ses gaspillages et ses dilapidations qu'il vendit la pépite d'or du trésor royal héritée de son père. Cette pépite pesait 20 quintars. Elle était telle qu'on l'avait trouvée à la mine, à l'état brut. On la considérait comme le plus précieux des trésors, comme une merveille sans prix, à cause de sa rareté. Djata, ce roi dissipateur, l'offrit à des marchands d'Égypte qui fréquentaient son pays. Il la leur vendit à vil prix, car il dépensait les richesses du royaume en gaspillage et dilapidation pour ses débauches et ses lubies. Je poursuis. Il mourut enfin, ajouta le cadi Abou Abdallah, de la maladie du sommeil. C'est là une maladie assez répandue dans ce climat, surtout parmi les notables. Habituellement, le sommeil envahit le malade pendant une grande partie du temps, au point qu'il ne peut plus prendre connaissance ni s'éveiller, sinon en de courts intervalles. Cette maladie épuise le malade qui finit par mourir. Cette maladie, disait le cadi, dura 2 ans pour Djata, qui mourut en 1373-1374. Fin de citation. Relevons au passage la mention de la maladie du sommeil, ou trypanosomiase, causée par un parasite transmis par la mouche tsetse ou glossine, et qui se traduit, si elle n'est pas traitée, par de l'anémie d'abord, puis des troubles neurologiques qui aboutissent au coma et à la mort. Relevons aussi le poids indiqué par Ibn Khaldoun pour cette pépite. 20 quintars correspondent à 2000 rattles, autre unité de poids et de capacité utilisée dans le monde islamique. Mais c'est là que les choses se compliquent, car la valeur du rattle est très variable selon la géographie et selon la nature, surtout, de la marchandise qui fait l'objet de la mesure. Disons que 20 quintars, selon que l'on considère un rattle léger ou un rattle lourd, correspondent à un poids situé entre 900 kg et 2 tonnes. Par comparaison, pour vous donner un ordre d'idée, la plus grosse pépite jamais trouvée depuis le début de l'ère industrielle, laquelle ère industrielle a pourtant extrait des quantités d'or beaucoup plus importantes que celles extraites dans le passé, et surtout à des profondeurs beaucoup plus grandes, la plus grosse pépite de l'ère industrielle a été trouvée en 1869 en Australie. Dotée du surnom de Welcome Stranger, elle pesait une centaine de kilos à sa sortie de terre, dont 72 kilos d'or fin, une fois débarrassée de sa gangue. 1 ou 2 tonnes paraissent donc décidément trop et invitent à considérer qu'il y a eu exagération de la part de l'informateur ou erreur de copie dans les manuscrits. À moins qu'il faille revenir à l'hypothèse d'un bloc de minerai, à l'instar d'un banc de quartz aurifère qui aurait contenu une grande quantité de pépites et qu'il aurait été de surcroît possible de débiter, ne serait-ce que pour l'écouler auprès des marchands étrangers et le rendre transportable, ce qui n'aurait pas été possible avec une pépite de 2 tonnes. Mais ce qui nous intéresse ici est le récit des manières dispendieuses du souverain. Vous vous souvenez que les témoins et commentateurs du séjour de Moussa au Caire, 50 ans plus tôt, avaient loué sa façon de dépenser sans compter et de se répandre en libéralité auprès de ses interlocuteurs. Cette ostentation est une vertu toute sultanienne, comme la dilapidation des richesses de son royaume est le vice rédhibitoire du mauvais souverain. On pourrait faire valoir que la première va difficilement sans le second, que la munificence est difficilement séparable de l'extravagance. Or, précisément, on ne peut qu'être frappé par le parallélisme
entre les deux situations survenues à un demi-siècle de distance, dans lesquelles des rois du Mali, d'une part Moussa, d'autre part Djata, donnent et dépensent des tonnes d'or auprès d'Égyptiens, d'une part au Caire, d'autre part à la capitale du Mali. Ibn Khaldoun nous indique du reste dans un autre passage que Moussa avait transporté depuis son royaume jusqu'au Caire 80 charges d'or, pesant chacune 3 quintars. On ne sait toujours pas ce que vaut le quintar, mais 80 charges fois 3 quintars, c'est-à-dire 240 quintars, c'est quand même 12 fois plus que ce que Marie Djata est censée avoir dilapidé. La différence entre les deux situations ne résiderait-elle au final que dans l'attitude prêtée aux deux souverains, à savoir d'une part la gratuité louable affichée par Moussa, d'autre part le désintérêt coupable supposément manifesté par Djata à l'égard de son peuple. Avouons cependant que nous ignorons tout de l'intérêt de Moussa pour le bien-être de son peuple et que nous ne savons pas si Djata n'était pas animé du même désir de paraître libéral aux yeux de ses partenaires commerciaux. Mais en l'occurrence, le jugement de générosité ou de dispendiosité ne se ramène pas à une affaire de qualité intrinsèque du souverain, et plutôt à une banale affaire de point de vue. Les dépenses faites au Caire par Moussa, quoiqu'elles aient pu avoir les mêmes effets dans son royaume que celles de Djata, le sont devant les sujets d'un autre prince. Dans un théâtre politique, le Caire mamelouk, où on leur prête plus aisément une portée morale. Et les témoins de ces libéralités sont des dignitaires portés à juger un roi d'après ses vertus d'entre-gens et de civilité. À l'opposé, les dépenses de Djata dans sa capitale malienne, quoiqu'elles aient pu être faites avec la même intention que celles de Moussa, le sont devant ses propres sujets. Et elles ont eu pour témoin celui qui est l'informateur d'Ibn Khaldoun, c'est-à-dire un homme de loi, à la fois juge de paix et notaire, sans doute moins enclin à apprécier les louanges des marchands de passage qu'à recevoir les plaintes et les récriminations du peuple. Du reste, si l'on y prête attention, c'est peut-être bien un point de vue malien que l'on entend derrière le récit rapporté par Ibn Khaldoun, qui tisse la trame d'une relation de causalité entre la dilapidation du trésor royal, le gaspillage des ressources du royaume parvenues au bord de la faillite, et la fin pathétique du souverain lui-même, emporté au terme d'une lente et inéluctable dégénérescence physique. Peut-être en somme, y avait-il autre chose dans la boule d'or qu'une simple pièce de son trésor, quelque chose comme un gage de la faculté du roi à dispenser la prospérité dans son royaume. Marie Djata avait, nous a dit Ibn Khaldoun, hérité la pépite d'or de son père. Je vous place en image un segment de la généalogie dynastique des souverains du Mali. Le père de Marie Djata, Mara, n'avait régné que 4 années après son propre père, Moussa. Mais entre Mara et Djata avaient régné 2 autres rois, Souleyman, frère de Moussa, et Kassa, fils de Souleyman. La succession royale au Mali n'obéit donc pas, vous le comprenez tout de suite, à la règle de primogéniture en ligne directe. Je précise que les dates de règne ne sont qu'approximatives et que je réserve leur établissement plus fin à une autre occasion. Dès lors, il n'est pas possible de savoir si Djata a reçu la pépite de son père en tant que son père était son père ou en tant que son père était son prédécesseur. En d'autres termes, la pépite d'or appartenait-elle au trésor de la dynastie ou au trésor de la seule lignée de Moussa?
On ne sait pas. Mais ce qui est presque certain, c'est qu'elle était déjà en la possession de Moussa. Depuis quand était-elle dans cette lignée ou bien dans la dynastie malienne? On ne sait pas. Est-ce cette pépite que les cartographes de Majorque ont représentée dans la main de Moussa, un authentique insigne royal malien, à la différence de la couronne et du sceptre? Ou bien cette boule d'or n'était-elle que la représentation graphique, en quelque sorte iconique, de la richesse du roi? On ne sait pas. Mais ce qui ne peut pas être complètement une coïncidence, c'est que Djata, suspect d'avoir ruiné le Mali, meurt à 1 ou 2 ans près, au moment même où les cartographes de Majorque placent la boule d'or dans la main de son grand-père. 50 ans, c'est exactement le temps qu'il aura fallu à la renommée de Moussa grâce à ses dépenses pour se construire, circuler et être en quelque sorte immortalisé sur la carte de Majorque. Et c'est le temps qu'il aura fallu à son petit-fils et successeur pour tenter d'endiguer ou bien accélérer par ses dépenses l'épuisement des ressources du royaume. Si j'ai commencé ce cours, cette séance, avec cette histoire de la boule d'or du Mali, c'est parce que personne n'ignore aujourd'hui, comme personne n'ignorait dans le Dar al-Islam médiéval et même au-delà, qu'une partie significative de l'or en circulation provenait de régions situées dans une partie de l'Okoumène seulement indirectement connue, l'Afrique au sud du Sahara ou au sud de l'océan. À l'instar de Moussa ou de Mari Djata, sultan du Mali au XIVe siècle, les souverains africains n'ignoraient pas, eux non plus, que leur faculté à exporter en grande quantité l'or nécessaire au fonctionnement de l'économie islamique, en particulier à la frappe du dinar d'or, l'étalon monétaire, constituait un levier décisif de leur pouvoir économique et diplomatique, comme de l'exercice de leur agentivité dans ces domaines. À cet égard, les démonstrations de richesse auxquelles les sources arabes nous font assister dans les capitales des souverains africains ne sont pas des étalages bling-bling témoignant d'un supposé goût africain pour la Rolex, mais de véritables opérations séduction destinées à promouvoir leur capitale comme hub commercial ouvert aux marchands étrangers. Cela rejoint les observations que nous avions déjà faites au sujet de la sécurité physique et des garanties juridiques offertes aux partenaires étrangers, ou encore les manifestations d'ordonnancement du monde naturel auxquelles nous avions assisté dans la capitale du Ghana au XIe siècle. Revenons-y d'ailleurs, encore une fois, pour écouter de quelle façon le roi s'y prend à l'occasion des audiences publiques au cours desquelles il rend la justice tant devant ses sujets que devant les résidents étrangers, comment il s'y prend pour afficher ce qu'on peut littéralement considérer comme une vitrine commerciale. Rappelons qu'à cette époque, le roi et sa cour pratiquent une religion locale, mais que le Ghana parvient néanmoins à maintenir son rôle de partenaire commercial privilégié dans un contexte de concurrence grandissante de la part de souverains ouest-africains nouvellement convertis à l'islam. Le témoignage est encore une fois celui d'Al-Bakri. Je cite. « Le roi donne audience pour réparer les injustices dans une maison à coupole, Kubba. Autour de cette maison sont rangés 10 chevaux, caparaçonnés avec des étoffes d'or. Derrière le roi se tiennent 10 pages portant des boucliers et des épées en or. À sa droite sont rangés les fils des princes de son empire, aux cheveux tressés et entremêlés d'or, et portant des habits magnifiques. Le gouverneur de la ville est devant lui, assis par terre au milieu des ministres
également assis par terre. Devant la porte de la coupole, des chiens de garde qui ne quittent presque jamais le roi sont ornés de colliers d'or et d'argent, garnis de grelots des mêmes métaux. » Fin de citation. Nous connaissons dans les grandes lignes les circuits de l'or africain en direction du monde islamique. Notre connaissance s'appuie sur une gamme de documents hétérogènes, mais qui, mis bout à bout, permettent tant bien que mal de reconstituer à la fois une chaîne de transformation de la mine à l'objet fini et les étapes de la circulation du métal. Tout commence, si je puis dire, dans les gisements aurifères d'Afrique. Nous en connaissons un certain nombre que vous voyez sur la carte. Il s'agit le plus souvent de gisements alluviaux dans lesquels aujourd'hui les gens pratiquent l'orpaillage à la bâtée dans les cours d'eau ou bien en fonçant des puits qui descendent de quelques mètres dans le sous-sol. J'attire votre attention sur 2 points. D'une part, cette carte n'est pas identique à celle qui vous présenterait les régions où l'on exploite aujourd'hui de l'or avec des moyens industriels, lesquels permettent de descendre dans des galeries à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de mètres à partir de la surface. C'est la raison pour laquelle le gisement, par exemple, du Witwatersrand, en Afrique du Sud, la plus importante région productrice d'or au monde, dont les mines atteignent aujourd'hui 4000 mètres de profondeur, n'est pas sur la carte. Ce que représente cette carte, ce sont les gisements exploitables avec des moyens traditionnels, pré-industriels et non mécanisés. Le deuxième point est qu'il s'agit néanmoins d'une carte établie en partie avec des données actuelles, celles des régions où l'exploitation traditionnelle est possible, données qui sont recoupées avec les sources modernes ou médiévales qui indiquent que de l'or y était effectivement exploité. L'identification précise des gisements exploités au Moyen Âge est cependant un exercice périlleux, les sources arabes étant très peu loquaces sur les sites d'orpaillage, sans doute parce que ces régions étaient inaccessibles aux marchands du Dar à l'islam. Dans un unique cas, le nom d'une région, Banbou ou Banbrou, peut éventuellement être rapproché d'une région aurifère actuelle, le Bambouk, entre le fleuve Sénégal et son affluent la Falémé. Mais Aloumari, l'auteur, qui place ce nom dans une simple liste de régions qui sont sous la dépendance du Mali, ne nous dit pas où la situer, ni qu'elle est caractérisée par la présence d'or. En outre, il y a peut-être là un cas de sollicitation à partir d'un nom actuel, d'un terme arabe rencontré dans les sources. Maurice Godefroy de Montbine, l'orientaliste qui fut le premier éditeur du texte en français en 1927, a choisi de le transcrire sous la forme Bambougou, phonétiquement proche de Bambouk, transcription qui s'est largement imposée depuis, mais qui n'est en réalité qu'une lecture possible parmi d'autres. Quoi qu'il en soit, il existe plusieurs de ces gisements en Afrique de l'Ouest, les principaux étant situés dans les bassins des fleuves Sénégal, Niger ou Volta. Un autre gisement connu est celui du Wadi al-Aki dans le désert oriental égyptien. Il en existe également plusieurs dans le bassin du Nil, au Soudan et en Éthiopie. Et enfin, un autre gisement important est celui du plateau du Zimbabwe en Afrique australe. Le témoignage d'Al-Bakri, cité précédemment, et d'autres témoignages littéraires montrent que des objets en or, des parures ou encore des armes d'apparat étaient présents dans les sociétés africaines médiévales. L'archéologie nous en livre d'autres témoignages, à l'instar du célèbre petit rhinocéros en feuilles d'or de Mapungubwe, à la frontière nord de l'Afrique du Sud. Petit rhinocéros
qui provient d'une tombe élitaire du XIIIe siècle. Si les fouilles clandestines nous privent sans doute de beaucoup d'objets en or, le métal jaune attisant évidemment les convoitises, des fouilles professionnelles ont cependant mis au jour beaucoup de parures en or accompagnant des défunts dans des sépultures distinctement non chrétiennes et non musulmanes. Il ne faut évidemment pas voir là non plus une attirance innée pour l'or qui n'aurait été réprimée qu'avec la conversion aux religions monothéistes. Si l'on trouve davantage d'objets en or dans des sépultures païennes, c'est parce que les individus qui y sont enterrés, n'étant pas frappés de l'interdit du mobilier d'accompagnement, leurs sépultures sont de meilleurs conservatoires des objets de prestige que ne le sont les tombes chrétiennes ou musulmanes. Textes et documents archéologiques médiévaux livrent donc des objets en or. Sauf à supposer que ces objets aient tous été importés par des sociétés qui par ailleurs exportaient de l'or métal, il faut donc admettre que ces sociétés pratiquaient l'orfèvrerie, ce qui suppose une chaîne d'opérations depuis la purification du minerai jusqu'à sa fonte et sa transformation en objet. Nous sommes malheureusement peu renseignés sur ces aspects. Néanmoins, nous en avons quelques indices archéologiques. Le site de Tadmeka, dans le nord de l'actuel Mali, a livré, lors des fouilles conduites par l'archéologue britannique Sam Nixon en 2005, des creusets ayant servi à la purification de l'or, ainsi que des moules de coulées en argile, interprétés par les fouilleurs comme ayant servi à produire des flancs monétaires. Ces objets et d'autres proviennent des niveaux stratigraphiques datés des 9e, 11e siècles. Ils attestent une technologie de transformation préalable, compte tenu de la localisation du site sur un axe transsaharien, à son transport en direction du nord. On connaît ailleurs en Afrique, à Tekdaoust, en Mauritanie, ainsi que dans 2 sites d'Éthiopie, Arla et Ifat, des moules en pierre ayant servi à couler des anneaux de bagues et des médailles. Ces objets n'ayant pas été analysés, on ne peut assurer qu'ils ont servi à couler de l'or. Néanmoins, la finesse du grain de la pierre, d'une part, et l'existence de sources écrites médiévales qui mentionnent l'exportation d'or depuis ces régions le rend très probable. Quant à la frappe de monnaie en or, peu de pouvoirs africains médiévaux semblent y avoir recouru, alors que pour l'Antiquité, on en connaît plusieurs, de l'Afrique du Nord à l'Éthiopie. Les sources écrites arabes à propos de l'Afrique subsaharienne ne font état que d'un seul cas, à Tadmeka, au XIe siècle, où Al-Bakri dit que l'on produit des dinars purs, appelés dinars chauves, parce que non frappés. On n'en connaît pas d'exemplaires, ni en contexte archéologique, ni dans les collections numismatiques, mais ils pourraient correspondre aux billes produites dans les moules à Tadmeka. Le seul autre cas d'une frappe monétaire d'or est, à l'inverse, documenté seulement par l'archéologie et non par les sources écrites. On le rencontre à Kilwa, en actuelle Tanzanie. Kilwa a frappé des monnaies de cuivre et d'argent qui indiquent que la cité-État s'était dotée d'un système monétaire trimétallique semblable au système islamique, mais les spécimens d'or sont cependant fort rares. À l'exception possible de Tadmeka, si toutefois les flancs ou billes coulés dans les moules étaient destinés à faciliter leur transport et non à un usage monétaire local, il semble que l'or était exporté sous forme native, soit paillettes, soit pépites, en direction du nord. C'est ce que semblent indiquer les sources écrites arabes, qui en tout cas ne donnent pas d'indication contraire. Les axes de ce transport ne sont autres que ceux du commerce transsaharien ou transocéanique. Aux axes transsahariens désormais familiers
que l'on reconnaît à l'image, et à l'exception possible de l'axe tchado-tripolitain, qui semble en tout cas n'avoir jamais été un axe majeur du commerce de l'or, on remarque l'axe nilotique qui s'étire du Sahel soudanais jusqu'à l'Égypte, un axe éthiopien qui traversait les principautés islamiques d'Éthiopie et débouchait dans le golfe d'Aden, et enfin l'axe est-africain qui, partant du Zimbabwe, empruntait une série de relais côtiers jusqu'à Kilwa, le verrou commercial de la côte swahili au XIVe et XVe siècle, avant de prendre la direction du monde islamique. Dans les régions centrales du Dar al-Islam, l'or africain était coulé et frappé en espèces monétaires. Nous disposons à ce propos d'un autre registre de documents, la numismatique, document particulièrement précieux pour l'historien ou l'historienne, car les monnaies islamiques portaient généralement le nom de l'atelier monétaire où elles avaient été frappées, celle du sultan régnant dans le pays, ainsi que la date de la frappe. En d'autres termes, même lorsque nous sommes privés du contexte archéologique, ce qui est le cas lorsque nous avons affaire à des collections publiques ou privées, qui, rappelons-le, entre nous, parce que c'est une évidence, sont dans une écrasante majorité des cas issus de pillages, les monnaies islamiques continuent de nous livrer des informations. Prenons le cas du trésor monétaire découvert dans l'abbaye bourguignonne de Cluny par Anne Beau et ses collègues lors de fouilles professionnelles conduites en 2017. Il a livré, ce trésor, outre 2113 deniers clunisiens en argent et 143 oboles, une bourse en pot contenant une bague sigillaire en or, un carré d'or en feuilles repliées et 21 dinars almoravides. Ces dinars proviennent de 4 ateliers de frappe, les points jaunes sur la carte de droite, 3 en Al-Andalus et 1 au Maroc, à savoir Noulamta. Ils ont tous été frappés dans la première moitié du XIIe siècle. Voici à présent l'avers et le revers d'un autre dinar, particulièrement rare, que j'emprunte à une publication de Mohamed El Hadri. Frappé au nom de l'émir Mohammed ibn al-Fath, émir de la dynastie des Midrarides de Sigil Massa, il date des années 940 et fait partie des premières émissions monétaires en or de cette ville. Dans beaucoup de cas, même s'il était connu par les sources écrites que ces villes étaient des lieux de commerce de l'or, voire de frappe monétaire, les documents numismatiques en fournissent une confirmation indépendante, et ce, alors même que les ateliers eux-mêmes, sans même parler des coins monétaires qui ont servi à frapper les monnaies, nous sont archéologiquement encore inconnus. Dans quelques cas, ce sont même des découvertes numismatiques qui permettent de renseigner l'existence d'un atelier inconnu par ailleurs. Récemment, Taoufik Ibrahim a ainsi publié un dinar et un dirham, donc une monnaie en argent, tous deux almoravides, frappés à Meknès, attestés pour la première fois. Quoi qu'il en soit, le propre des monnaies étant de circuler, leur frappe n'était que l'étape d'une nouvelle mise en circulation au travers du monde islamique et au-delà, comme on l'a vu avec l'exemple de Cluny. Les monnaies pouvaient en outre être refondues au gré de nouvelles frappes. Si le rapide exposé que je viens de faire de la mine au trésor donne l'impression que les circuits de l'or nous sont connus, cela n'est vrai qu'à un certain niveau de généralité, beaucoup de questions restant en suspens. Nous les avons soulignées avec ma collègue Caroline Robion-Brunner dans une publication récente. Quand commence l'exploitation minière dans les régions d'Afrique où elle a eu cours au Moyen Âge et où elle est attestée aujourd'hui? Quelles techniques d'extraction sont employées? Le savoir
requiert de patientes et ingrates campagnes de prospection qui peuvent éventuellement s'appuyer sur la géophysique ou sur l'imagerie satellite et aérienne pour identifier les structures minéralogiques ou les vestiges de travaux miniers, mais qui nécessitent toujours un travail de terrain pour la fouille des structures et leur datation. Il existe malheureusement peu de travaux de cette nature en Afrique. Quelques-uns existent pour l'Afrique australe. L'exploitation de l'or dans le Wadi al-Aki en Égypte et plus généralement dans les vallées fluviales du désert oriental égyptien et soudanais, depuis 3000 avant notre ère jusqu'au Moyen-Âge islamique, est bien connue des sources écrites. Mais les travaux archéologiques dans cette région se heurtent aux exploitations clandestines et au trafic actuel. Pour l'Afrique de l'Ouest, les reprises d'exploitation par des trafiquants ou par des compagnies minières empêchent bien souvent la conduite de recherche. Encore que rares, il existe cependant quelques travaux monographiques sur les vestiges archéologiques miniers, à l'instar de l'ouvrage de l'archéologue burkinabé Jean-Baptiste Kietega sur l'or de la Volta Noire. Qu'en est-il de l'orfèvrerie pratiquée anciennement en Afrique? Là encore, nous ne disposons que de peu d'objets finis connus en contexte archéologique et de peu d'indices quant à la chaîne opératoire de traitement et de transformation du minerai, à part les moules de coulée évoqués précédemment. Cet or circule-t-il régionalement? On peut le penser. Les objets en or de Mapungubwe, par exemple, tels le rhinocéros et d'autres, proviennent d'une région où il n'existe pas d'exploitation traditionnelle de ce métal, ce qui suppose que le métal venait d'ailleurs, probablement du plateau zimbabwéen, ce que semblent du reste confirmer les analyses géochimiques qui ont été pratiquées. Quand commence le commerce à longue distance de cet or? L'archéologue britannique David Philipson a récemment, dans un article de 2018, je crois, ou 2017, suggéré que les solidis globulaires frappés à Carthage au nom des empereurs byzantins au 7e siècle, donc à la veille de la conquête arabe de l'Afrique du Nord, ont pu l'être à partir d'or venu d'Afrique de l'Ouest. Si tel était le cas, nous aurions là l'indication d'un commerce transsaharien antérieur à la mise en route du commerce transsaharien islamique. Cette suggestion est cependant basée sur la seule conjoncture politique de l'Afrique du Nord au 7e siècle. Il est vrai néanmoins que les indices archéologiques se sont récemment faits plus nombreux pour suggérer de plus en plus fortement l'existence d'échanges transsahariens, comme l'ont montré les travaux de Sonia Magnavita. Une voie de recherche très prometteuse dans ce domaine est celle des analyses géochimiques basées sur la comparaison des dosages élémentaires et isotopiques du métal dans ses différents états, depuis le gisement d'origine jusqu'à l'objet fini, par exemple une monnaie. Nous aurions alors la possibilité assez fascinante de suivre à la trace le métal à travers ses circulations globales. Ces approches livrent déjà des résultats, mais elles sont encore entravées par des verrous méthodologiques et des contraintes techniques. Enfin, en ce qui concerne les flux d'or africains en direction du nord, les quantités, nous sommes réduits à des généralisations à partir de témoignages littéraires ou à des projections à partir de calculs statistiques établis sur la base de la numismatique qui donnent des tendances, mais pas des valeurs absolues ou même des chiffres fiables. Plusieurs auteurs arabes, vous vous en souvenez, nous rapportent par exemple que le sultan Moussa du Mali avait transporté avec lui en 1324, lors de son pèlerinage, des quantités inouïes d'or, qu'il dépensa et donna au Caire, ainsi qu'à Médine et à la Mecque. Sur la foi de témoignages recueillis par lui, Al-Oumari, au Caire, auprès de dignitaires qui avaient rencontré Moussa, il nous dit ceci, je cite. « J'ajouterai ceci. L'or avait un cours élevé au Caire jusqu'à l'année de l'arrivée du sultan Moussa. Le mitkal, le dinar d'or,
ne descendait pas au-dessous de 25 dirhams, unité d'argent, et avait même la plupart du temps tendance à la hausse. Mais, de ce jour-là, sa valeur baissa et son cours s'infléchit. Ce fléchissement s'est poursuivi jusqu'à ce jour. Le Mithkal ne dépasse plus 22 dirhams et se situe même au-dessous. Il en est ainsi depuis près de 12 ans, jusqu'à ce jour, à cause de la grande quantité d'or que les pèlerins du sultan Moussa importèrent en Égypte et qu'ils y dépensèrent. Fin de citation. Quiconque parmi vous est familier des cours de la bourse, ce qui n'est pas mon cas, reconnaîtra là un commentaire économique informé sur la dépréciation d'un métal précieux vis-à-vis d'un autre, une moindre rareté de l'or sur le marché provoquant un renchérissement automatique de l'argent. Ce phénomène apparemment durable, Alou-Mari le constate encore une douzaine d'années après le séjour de Moussa, était-il vraiment imputable aux Maliens ou avait-il d'autres causes? Je ne peux pas le dire. Mais l'important est ici que les commentateurs arabes l'aient cru. Cela nous indique que l'afflux d'or ouest-africain cette année-là au Caire a été perçu comme pouvant avoir un impact sur les données, comme on dit, macroéconomiques. Mais que cet afflux ait eu un tel impact ou qu'on ait pensé qu'il ait pu avoir un tel impact nous révèle bien que cet afflux sortait de la norme et que l'on ne peut pas, par conséquent, en tirer de projections quantifiées sur les quantités d'or moyennes ou totales exportées par les pays africains subsahariens. Comme vous l'avez peut-être déjà deviné, ces questions qui demeurent en suspens au sujet de l'or africain et que je prends plaisir à vous livrer à la suite me servent de bande-annonce pour le séminaire sur l'or que j'organiserai avec ma collègue Caroline Robion-Brunner ici même au mois de mai. Nous y inviterons des collègues de différentes nationalités, de différentes spécialités pour aborder ces questions sous plusieurs angles. Je dois cependant alerter les personnes qui souhaiteraient assister à ce séminaire sur le fait que certaines des communications qui seront en anglais revêtiront un caractère technique assez avancé. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous remercie.